Bonsoir mes amis, voilà, enfin bon, c'est une vidéo surprise, enfin une demi-surprise, puisque on reprend nos habitudes, c'est-à-dire après un direct assez volumineux, assez sérieux, voilà, bonsoir Richard, Joël, et donc il y a eu des questions, et je me suis dit que bon, ça serait bien de répondre aux questions qui me sont posées. Donc voilà, il y a des gens qui arrivent, tant mieux. Amine, Fauzi, Raouf, Benoît, un grand bonsoir, oui. Benoît, Anthony Carlesso, donc voilà, Marion Mouine, bonsoir. Laï Diop, bien. Donc voilà, il y a eu quelques questions qui m'ont été posées. Abdelhak, alors il y a un qui m'écrit en grec. Enfin, je ne sais pas déchiffrer, mais Ezra quelque chose. J'arrive à comprendre quand même. Ezra, bon, face. Il y a quelque chose comme face. Bon, Cendrillon, Cendrillon du bois. Bonsoir. Ezra, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai pensé. Hein. Parce que je connais un peu le cyrillique. Assou, Anna, Karl, Képhas, voilà, Képhas. Bien. Alors, à Ezra, je dirais Calimera, ou Kalispera, je crois plutôt, non? C'est plutôt Kalispera, le soir. Bon, alors donc je commence par la première question. Oui, ben merci, c'est une belle couverture, effectivement. Alors, Abdelrani Doram ou Dorman, je crois que j'ai mal transcrit, je regrette. Abdelrani m'excusera. Il me pose une question sur les indigènes de la République. Bon. Alors, les indigènes de la République, c'est un mouvement qui est dirigé, ou enfin, en tout cas animé par Houria Boutelja. Et pour ma part, j'ai beaucoup de respect pour cette organisation, pour cette association, beaucoup de, comment dire, de fierté que ça existe. Alors, je n'ai aucun lien particulier, ni de près ni de loin avec cette organisation. Ce n'est pas que je sois en désaccord, loin de là. Quand ils font des analyses, quand j'ai l'occasion de les lire, je partage le point de vue, puisque, en fait, moi, je suis plutôt, vous l'aurez deviné, je crois, je suis plutôt quelqu'un qui penche pour les solutions extrêmes. Voilà. Je méprise les tièdes. Vous savez, le genre CFCM, qui collaborent avec le pouvoir, qui se soumettent, qui rappliquent quand le CRIF les appelle, etc., etc. Bon, voilà. Je méprise en général ce genre de tiède. Alors que les indigènes de la République, ils portent haut le drapeau de la contestation de l'islam, la fierté de l'islam, de l'indépendance, et il n'hésite pas à taper. D'ailleurs, Houria Boutelja a écrit un livre sur les Blancs, les Juifs et nous, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu des vidéos. Et donc, moi, si je devais vous donner un conseil ou une suggestion, je suggère que vous, ou radical si vous voulez, bon, Benoît Dusseuil me dit radical plutôt qu'extrême. Vous savez, les mots, bon, en tout cas, si vous voulez radical, très bien. Tant qu'à faire, si on doit, moi je vous conseille, je vous suggère d'adhérer à une association, à un groupe, puisque le travail se fait beaucoup mieux. Et donc, choisissez des associations qui portent haut le drapeau, qui n'ont pas peur de s'impliquer, de dire tout haut ce que les autres n'osent pas murmurer tout bas.
Donc, pour moi, enfin, il y en a d'autres probablement, mais je pense les indigènes de la République, le CFCM et le mouvement de Karim Achoui, comment il s'appelle, la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Il y en a d'autres probablement, mais voilà. Il y a un indice. Il y a un indice qui vous dit, qui peut vous guider dans votre choix. Il y a un indice qui ne trompe pas. C'est la haine et la violence que suscite ce genre d'organisation auprès du CRIF et auprès des pouvoirs. Voilà. Or, les indigènes de la République suscitent une violence inouïe de la part d'Elisabeth Lévy, d'Alain Finkielkraut, du CRIF et de Manuel Valls. Et rien que pour ça, je pense que pour moi, c'est un indice extraordinaire de vérité, de lucidité et de combativité. Voilà. Donc, lorsque un mouvement comme ça est dénigré à ce point, c'est qu'il est bon, c'est qu'il fait du bon boulot. Voilà. Vous savez, le pouvoir ne tape jamais sur les CFCM, l'UOIF un petit peu, mais bon, enfin pas. Alors que les indigènes de la République, ils leur tombent dessus à chaque fois. Holia Boutelja passe pour. Enfin bon, on en fait tout un cinéma. Donc voilà, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect et beaucoup de considération. Voilà ce qu'il faut aux musulmans. C'est pas seulement. Voilà, je mets sur le même plan le CCIF et le mouvement de Karim Achoui. Donc, il faut qu'il y ait des mouvements comme ça radicaux, voilà, qui aillent jusqu'au bout de leur combat, voilà, et qui ne craignent pas d'être accusés de, enfin, comment dire. D'ailleurs, les indigènes de la République, ça, Oulia Boutelja a inventé une expression extraordinaire qui s'appelle les sous-chiens, c'est-à-dire les Français de souche. Évidemment, donc, Français de souche, des sous-chiens. Et c'est un plaisir d'entendre Finkielkraut, quand il utilise cette expression, comment il s'étrangle. Voilà. Et rien que pour ça, moi, je leur tire mon chapeau. Ali Winez me demande de donner mon avis sur la chaîne média des Insoumis. Et je crois comment il a été reçu par les médias. Bon, vous savez ce que je pense moi de Mélenchon. Je crois, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 mois, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, où je mets en garde, moi personnellement, c'est mon opinion, contre l'illusion Mélenchon. Voilà. Mélenchon, il sert à quoi? Mélenchon, il va servir pendant ces 4 ans, jusqu'en 2022, à donner de fausses espérances aux gens. C'est-à-dire que les gens vont être sont déjà matraqués par les hausses, toutes sortes de hausses, la CSG, des amendes, les hôpitaux, etc., par ce président de la banque. Mélenchon, il est là pour parce que c'est quelqu'un qui vit avec 20 ou 30 000 euros par mois, qui a toujours, je ne le reproche pas, mais c'est quelqu'un qui a tiré cet argent de son activité politique, entre guillemets. Parce que pour moi, un politique qui fait de la politique pendant 30 ou 40 ans ne mérite pas cet argent qu'il gagne. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui triment pour gagner 1000, 1500, 2000 euros, qui triment. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils bavassent, ils font des discours. C'est tout. C'est tout. Et ils gagnent 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Alors, bon, déjà. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie du système. Sauf que le système, on n'est pas en dictature. C'est ça qu'il faut comprendre. Le système a besoin de gens qui se disent à gauche. C'est-à-dire de gens qui, soi-disant, vont apporter des solutions. Alors, pendant ces 4 ans, les gens vont patienter. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a demandé en ami, ces derniers jours, je crois que c'est une dame, et elle a l'air très sympathique. Je lui ai accordé mon amitié, mais ça m'a attristé de voir à quel point elle mettait des posts sur Mélenchon, sur la France Insoumise, etc.
etc. Et je me dis, voilà une personne qui va pendant 4 ans subir le président banquier et l'augmentation des richesses des multinationales et des riches et l'appauvrissement des salariés, des chômeurs, etc. Mais elle va garder cette espérance. Elle va se dire, ah, en 2022, on aura, espérons, Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est même pas sûr d'être élu. Et même s'il est élu, il ne fera pas grand-chose. Ça, je peux, rappelez-vous ce que je vous dis, il ne fera pas grand-chose. Parce que ce qu'il faut à la France, c'est de retrouver sa souveraineté. Ça, c'est la condition sine qua non. La souveraineté financière, c'est-à-dire revenir sur la loi de Rothschild jusqu'à Pompidou de 1973, qui a fait que la France est endettée de 2000 milliards d'euros pour rien. Et donc, en fait, et la chaîne média qui lance, bon, on va trouver des petites critiques comme ça sur le fonctionnement du Parlement, sur le président jupitérien. Bon, voilà. Mais c'est pour empêcher les militants, les gens qui veulent changer le système, d'aller voir ailleurs, voilà, d'aller voir là où il y a des solutions radicales. Alors, André Martin me demande, un athéisme public ne rendrait pas la situation plus viable. Voilà. Parce que c'est vrai que je donne l'impression, et j'ai expliqué ça avant-hier, et je m'explique de nouveau, je donne l'impression que je souhaite une espèce de guerre de religion, une guerre des communautarismes et le développement de la religion. Donc, que les choses soient claires. Personnellement, je suis athée, non croyant, non pratiquant. Ça, c'est un choix personnel. Je respecte tous ceux qui pratiquent une religion, quelle qu'elle soit, c'est leur affaire. Ils font ce qu'ils veulent, chacun. Et d'ailleurs, même, j'ai déjà dit que l'homme, l'être humain, a besoin de spiritualité. Voilà, c'est un fait. On ne peut pas, il ne faut, enfin, de toute façon, on ne peut pas supprimer les religions. Elles ont leur place dans les sociétés humaines. Voilà. Elles apportent la part de spiritualité, etc. Donc, que les choses soient claires et nettes. Mais, je dis une chose, et ça c'est un fait, je crois que j'ai même pas besoin de revenir là-dessus, je l'ai expliqué, la France est soumise, elle est l'esclave d'un communautarisme juif, voilà, d'accord, d'un communautarisme judéo-sioniste. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Bien sûr, j'aurais voulu dire comme André Martin, un athéisme public, que tout le monde fasse ce qu'il veut, dans une société égalitaire. Mais dans une société ou une communauté qui fait même pas 1% impose sa loi aux autres, et en particulier aux musulmans et aux chrétiens qui subissent aussi les conséquences, ça, moi je dis, il faut se révolter. Se révolter comment? Pour les chrétiens, je ne sais pas, peut-être, je crois que quelqu'un m'a posé une question sur les chrétiens. Mais pour les musulmans, moi je propose un communautarisme de résistance. C'est-à-dire, il faut un communautarisme qui résiste à celui du communautarisme judéo-sioniste. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Et je crois que c'est la seule. D'ailleurs, si comment le CRIF procède vis-à-vis des musulmans? Il les empêche d'être des communautaristes, il les empêche d'être fiers de leur religion, il les empêche de créer des écoles confessionnelles, alors que les juifs, 30% ou 40% des élèves juifs vont dans des écoles confessionnelles. Ce qui est bon pour eux n'est pas bon pour les autres. Pourquoi il le fait? Parce qu'il n'a pas envie que les musulmans deviennent, vous savez, chez les juifs, ils sont communautaristes tout en étant laïcs souvent. Eh bien, les musulmans peuvent faire la même chose. Ça ne veut pas dire un retour à l'obscurantisme et à la religion. Il me demande quel est l'avantage pour un goy de devenir juif. Vous savez, des fois, non, ça me rappelle cette anecdote. J'ai toujours vécu plus ou moins modestement, voilà. C'est-à-dire pas pauvrement, mais
très modestement. Et on me faisait souvent la remarque, mais enfin, Jacob Cohen, tu fais partie de la communauté des banquiers, etc. Comment ça se fait que tu n'es pas riche? C'est-à-dire, les gens ont cette impression que, bon, voilà, quand on est juif, on est nécessairement quelque part, enfin, si on n'est pas riche, on est suffisamment débrouillard pour le devenir. Bon, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, enfin, ce qui est totalement faux. Mais bon, il y a quelques banquiers qui sont riches, juifs et riches, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, l'avantage pour un goy de devenir juif, il est nul. D'abord, c'est très difficile de devenir juif. C'est la religion qui n'accepte, c'est vraiment le parcours du combattant. Ça veut dire qu'il faut presque 2 à 3 ans d'études pour le devenir. Voilà. Donc, au départ, on vous regarde de travers, on vous dit, mais enfin, monsieur, vous savez, c'est très difficile, vous allez vous engager dans des trucs, etc. Il vaut mieux pas. Mais si vous tenez, à ce moment-là, il y aura des cours, des examens, etc. Et au bout de 2 ou 3 ans, on peut vous donner ce certificat. Bon, mais ça vous avancera à quoi? À rien. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez l'attestation que vous êtes juif qu'on va vous mettre dans une banque ou vous donner une bonne situation. C'est pas vrai du tout. Donc, voilà, il n'y a aucun avantage, franchement. Alors, Mus Bouzidi me dit, on ne contre pas un communautarisme par un autre communautarisme. Ben, je viens de l'expliquer. Si, voilà, vous reconnaissez qu'il y a un communautarisme judéo-sioniste qui contrôle la France. Voilà, d'accord? Qui dirige la politique de la France, qui donne des instructions au président de la République, au Premier ministre, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Bon, ça c'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait alors? On nous dit, ah non, il faut pas un autre communautarisme. Donc il faut accepter la soumission au CRIF. Donc voilà, je vous pose la question. Vous savez, avant-hier, j'avais dit une chose. Ou c'est aux musulmans, ou vous soumettez, à ce moment-là, oui, d'accord, quand le CRIF vous dira il ne faut pas porter le voile, on ne portera pas le voile, etc., etc. Vous n'irez pas à la piscine, vous n'aurez pas d'horaire séparé pour la piscine, alors que les juifs d'Aix-les-Bains, eux, ils ont droit, tout. Là, oui, d'accord, vous vous soumettez parce que vous avez un idéal. Il faut pas un autre communautaire. Un seul, ça suffit, puisqu'il dirige la France. Ou alors, il faut adopter une position de combat. Et la position de combat, telle que moi je la vois, maintenant d'autres peuvent la voir autrement, enfin, c'est leur affaire. Mais telle que moi je la vois, ou alors ça prendra des décennies avant que ça arrive. Mais telle que moi je la vois, il faut qu'elle passe par une... C'est quoi le communautarisme? C'est une organisation, voilà, c'est tout. C'est-à-dire, on s'organise pour défendre les intérêts des musulmans. C'est ça le communautarisme. Voilà. C'est-à-dire, on crée comme par exemple les stagiaires avocats, par exemple, ils ont du mal à trouver. J'ai raconté cette anecdote de cette diplômée de droit à Lyon qui avait envoyé 400 CV pour obtenir un stage. 400 CV. Elle n'a eu que des refus. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelait un nom, voilà, Fatima, je sais pas quoi. Bon, eh bien, il faut créer des cabinets d'avocats musulmans qui aident les stagiaires musulmans. C'est ça le communautarisme. C'est une organisation. Mais les juifs le font depuis 50 ans. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, si vous refusez, c'est le mot qui vous fait peur? Très bien. Alors, si personne ne l'est en France, ben, très bien, tant mieux. Mais s'il y a un communautarisme qui dicte sa loi, ben, moi je propose. Après, chacun fait comme il veut. Rachid Chadli me dit les frères musulmans des terroristes notoires. C'est très délicat
comment dire, de jeter comme ça l'anathème sur une organisation religieuse qui a été, bon, qui est née en Égypte pour, comment dire, pour retrouver l'indépendance, la dignité, l'authenticité, etc., la religion. Et en même temps, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a plusieurs branches dans plusieurs pays, et donc ça donne lieu à pas mal de manipulations, d'infiltration, de dénigrement. C'est très difficile de donner une opinion claire et objective sur ce mouvement. Par contre, si je me permets par exemple de parler de l'Égypte, les frères musulmans de Morsi, bon, je vois pas en quoi ils étaient des terroristes. Je ne vois pas où et quand les frères musulmans ont été des terroristes. Qu'il y ait eu quelques églises dynamitées ou incendiées en Égypte, c'est pas nécessairement les frères musulmans. C'est-à-dire que il y a des manipulations qui veulent faire croire. C'est comme en France. Enfin, les attentats du 11 septembre, le Mohamed Merah, les Charlie Hebdo, etc. Enfin, tout indique que ce ne sont pas des musulmans. C'est-à-dire, évidemment, ceux qu'on a présentés sont des musulmans, mais qui ont été ceux qui ont tiré les ficelles? Voilà. Une opinion personnelle. Pour moi, les frères musulmans sont une organisation religieuse et politique qui veut combattre l'infiltration de l'Occident et la soumission aux valeurs de l'Occident. Et donc retrouver une indépendance du pays, enfin, telle que moi je comprends l'idéologie fondamentale de ce mouvement. Et donc, pour moi, il mérite, dans ce sens-là, ils méritent le respect et ils méritent qu'on leur foute la paix. Voilà. Parce que c'est ça le drame. L'Occident n'a pas intérêt à ce que des mouvements comme ça gagnent en légitimité, en crédibilité, etc. Il faut toujours les diaboliser. Voilà, c'est ça le problème. Alors, Mohamed Ibn Idriss, est-ce que je soutiens Bachar el-Assad? Oui et non. Voilà, oui et non. Je le soutiens parce que, effectivement, il est l'objet d'un complot américano-saoudo-sioniste pour l'éliminer, pour détruire la Syrie et en faire une espèce de région ethniquement différente et hostile qui se font la guerre. Donc lui, il est le représentant d'un pays qui unitaire, d'une grande tradition, d'une grande histoire, parce que la Syrie quand même, enfin, c'est quasiment, c'est un pays multimillénaire. Damas, c'est une des plus grandes capitales du monde arabe, du monde musulman, capitale intellectuelle, spirituelle, philosophique. Et donc, c'est vrai que je le soutiens dans le sens, salut Reda, dans le sens où il est, comment dire, il représente, c'est le dernier maillon de ce que fut la Syrie et de ce qu'elle pourrait devenir. Voilà. C'est-à-dire que il va sortir probablement, enfin, vainqueur, enfin, en tout cas, il ne sera pas renversé. Et donc, la Syrie continuera d'exister. Voilà. Ça sera plus le rêve des Saoudiens, des Américains, d'Israël et des sionistes d'en faire un État éclaté en 5 ou 6 morceaux et que chaque pays voisin s'emparera comme de dépouilles. Voilà. Donc, dans ce sens-là, et même, je vous dirais que des gens ont été surpris que dès 2012, j'avais défendu les Bachar el-Assad.
C'est-à-dire, je me suis rendu compte, avec d'autres, bien sûr, c'est pas une révélation mais nous étions quand même un certain nombre à comprendre dès ce moment-là, dès le début de la guerre, que c'était un complot. Parce que s'il y avait été un mouvement comme en Égypte ou en Tunisie, c'est-à-dire un mouvement populaire qui en a marre d'une dictature, le dictateur aurait été balayé en 3 ou 4 semaines. Alors que là, il était là depuis 1 an avec toutes les forces qui lui étaient fidèles, etc. Donc, et manifestement, ceux qui luttaient contre lui venaient de l'étranger, par dizaines de milliers, qui les a armés, qui leur a donné de l'argent, qui les a formés, etc., etc. Donc, manifestement, c'était un complot de l'extérieur. Et donc, pour moi, c'est très important que Bachar el-Assad reste en place. Et je suis très heureux qu'il reprenne le flambeau, même si le pays qu'il va reprendre est enfin quasiment 80% détruit et qu'il ne retrouvera la souveraineté sur la Syrie totalement que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Voilà, parce qu'il y a des Américains sur place. Vous savez que la Turquie a envahi, enfin, elle bombarde une région du nord de la Syrie parce que les Américains voulaient en faire une espèce de lieu de résistance contre la Turquie. Donc, en fait, voilà. Bon, maintenant, j'ai dit oui et non. Donc, c'est plutôt oui, non. Enfin, bon, disons que vu comment la guerre a tourné, maintenant, je ne fais plus de réserve. Il est vrai qu'en 2013, j'avais écrit un texte qui s'appelle « Bachar el-Assad aurait pu devenir le Salah ad-Din de l'ère moderne ». C'est-à-dire qu'à l'époque, il aurait pu, en réalisant qu'il y a un complot international pour le détruire, moi je pensais que s'il avait été un vrai guerrier révolutionnaire, qui se fichait pas mal de ses biens terrestres, ses palais, etc., il aurait lancé des dizaines de milliers de missiles sur Tel Aviv et sa région. Il serait réfugié dans la montagne et ça aurait été la fin d'Israël. Voilà. Mais malheureusement, comme tous les régimes arabes, ce sont des régimes mafieux, de type mafieux, qui tiennent à leurs privilèges, à leur pouvoir, à leur caste, et qui ne peuvent pas envisager des solutions aussi radicales. Mina Fulcheri. Les musulmans devraient s'impliquer en politique. Oui, mais vous savez, prenez par exemple, voilà, on est en France, d'accord? Bon, il y a des musulmans qui vont venir s'inscrire dans les partis politiques. Parti socialiste, Parti communiste, l'UMP ou les Républicains, etc. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? On leur donne un strapontin. Vous savez ce que c'est un strapontin? Enfin, je ne sais pas si... Un strapontin dans les cinémas d'il y a 30 ou 40 ans, je crois que ça n'existe plus maintenant. Vous savez, à la fin de la rangée, il y avait un demi-siège. C'est-à-dire qu'on ouvrait comme ça et enfin, un demi-siège, voilà, qu'on appelait un strapontin. Donc, quand un musulman voulait faire partie d'un parti politique, ben, on lui donnait un strapontin parce qu'on n'avait pas envie de musulmans. Voilà, en fait. Bon. Donc, on en prenait un ou deux pour la forme, pour dire nous avons un Mohammed. Bon, en général, quelqu'un de soumis, qui accepte tout, etc. C'est comme même les socialistes. Enfin, combien il y a de musulmans? Mais que dalle, pas grand-chose. Et que des harkis. Voilà. Mais, donc, moi, je ne crois pas. Et elle s'est étonnée pourquoi les musulmans ne rentrent pas en politique. Mais parce qu'on ne leur donne pas la place. On leur réserve pas la place qui leur revient. C'est-à-dire, quand vous faites de la politique, vous entrez au bas de l'échelle. Ça veut dire vous entrez dans une cellule. Vous savez, j'avais un ami, je l'ai rencontré il y a à peu près 2-3 ans, c'est un ingénieur chez Renault, il était tout jeune, il avait 23-24 ans,
Et on a discuté pas mal, enfin, un certain temps, et il m'avait dit, il était rentré au Parti socialiste. Bon, d'abord parce que c'était ses idées, il était de gauche, bon, très bien, et il avait envie de faire d'avancer politiquement, etc. Et donc, il m'a dit, quand il est rentré dans la section, parce qu'on rentre dans une section, ah ben, il était accueilli très très bien, je sais plus quoi, j'ai oublié son nom malheureusement, je suis désolé, mais vraiment, pendant un an, on l'a traité, mais voilà, bien. Mais le jour où il a pointé le bout de son nez, ça veut dire il a voulu se présenter à un petit poste dans la section, genre secrétaire adjoint, ça veut dire il a montré qu'il était ambitieux. Et là, il m'a dit, les couteaux sont sortis. On lui a fait la vie tellement dure qu'au bout de quelques mois, il est parti. Donc, c'est ça le problème. Le problème des musulmans, c'est qu'ils ne peuvent même pas s'inscrire dans un parti politique normal. Ça veut dire, s'ils s'inscrivent, on peut les laisser au bas de l'échelle. Mais il n'est pas question d'avoir des responsabilités ou d'être présenté comme député, etc., etc. Ou alors, il faut vraiment montrer patte blanche. Et même là, il y a combien de musulmans? Enfin, je veux dire, je sais pas, un ou deux. Enfin, c'est ridicule. Vous savez, en Allemagne, il y a, je sais pas, il y a 10% de musulmans au Canada, etc. Donc la France est un pays très très compliqué pour faire sa place en tant que musulman dans la vie politique. Moi, ce que je suggère, c'est que, et là c'est la peur du système, c'est que les musulmans s'organisent. Évidemment, on va pas créer un parti politique au niveau national, mais au niveau communal. Voilà. Faites des listes dans vos communes. Voilà. Et même si vous avez 5%, 8%, 10%, vous allez effrayer les gens en place, les socialistes à droite. Et à ce moment-là, vous allez négocier ces voix. Vous leur dites, voilà, nous avons obtenu 5%, 10% au premier tour, on veut négocier une école, un centre culturel, etc. C'est ça, à mon avis, vers ça que, enfin, comme une étape, voilà, comme une étape, installer des listes de musulmans dans les élections municipales. Alors, personne, c'est légal, il n'y a aucun, à la limite, vous pouvez ne pas l'appeler je sais pas moi, la liste des musulmans, mais vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, la liste avicienne, par exemple, du nom d'un médecin musulman d'il y a 10 siècles, un grand médecin, la liste avicienne. Voilà. Bon, ou la liste, je ne sais pas moi, il y a des philosophes ou des lettrés, ou bien Omar Khayyam. Voilà. Il faut savoir être intelligent et détourner le système. Voilà. Donc, moi, je vous engage, voilà, là où vous êtes, dans les communes, et là, c'est donner un signal au pouvoir en place. Voilà. On ne reste pas les bras croisés et on ne se laisse pas manipuler. Et voilà, j'arrive à Benjamin Langlais. Il me dit, n'oubliez pas les chrétiens. Ça m'a fait rigoler parce que et aussi Costa dit Costanzo. Il me dit, je parle jamais des chrétiens. Bon, écoutez, je crois que d'abord, il y a beaucoup de gens qui parlent des chrétiens. Il y a Radio Courtoisie, TV Liberté, Riposte Laïque, enfin, je sais pas, bon, il y a Escada, Alain Escada, il y a plein de monde enfin, il y a plein d'organisations qui parlent des chrétiens. Enfin, et encore, vous savez, je m'intéresse, j'écoute Radio Courtoisie, j'écoute TV Liberté, enfin, j'écoute ce qui m'intéresse, et souvent ils parlent des chrétiens. Et donc, bon, d'abord, à quel titre je vais parler des chrétiens? Bon, je suis, disons, d'origine juive. Bon, mais je suis quand même marocain, donc je suis un juif arabe. Et donc j'ai une certaine, comment dire, je dirais pas tendresse, mais disons, oui, pourquoi pas, et une proximité
avec les musulmans, parce que c'était mes voisins, mes amis, etc., au Maroc et ici. Et donc, j'en parle parce que je pense que je peux apporter une vision de la situation, parce que je connais suffisamment le milieu judéo-sioniste pour savoir comment ils tentent de les exploiter, comment ils tentent de les manipuler et comment ils pourraient s'organiser. Je ne sais pas quoi dire, c'est-à-dire, il y a, je me sens pas, disons, franchement, à quel titre je pourrais parler des chrétiens. Voilà. Et bon, j'ai mon, j'aime pas le terme, j'ai mon créneau, j'ai une vision, j'ai des intérêts, donc je peux pas parler de tout le monde. Et si quelqu'un me dit parlez-nous des Arméniens, qu'est-ce que je vais leur dire moi, les Arméniens? Voilà, je pense que si Benjamin Langlais, enfin, je lui conseille, s'il veut entendre des choses sur les chrétiens, je vous assure, il y a par exemple TV Liberté, on en parle en long en large. Il y a chaque semaine une émission qui s'appelle Terre de Mission. Radio Courtoisie, il y a, comment il s'appelle, l'abbé. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup d'émissions sur les chrétiens, etc. Donc, au contraire, enfin, ils en parlent beaucoup, beaucoup mieux que ce que je pourrais faire. Voilà, je regrette. Enfin, je tenais quand même à mentionner et à leur dire que j'ai bien reçu le message et que malheureusement, je peux pas, je peux pas m'occuper de tout le monde. C'est-à-dire, j'ai pas la possibilité. Je ne sais pas tout. Je vais pas me mettre à chercher. D'autant plus qu'il y a d'autres qui le font très très bien. Alors, Ali Desperados, ça m'a toujours fait rire ce nom. Évidemment, je pense que c'est un surnom, mais quand même c'est amusant. Desperados. Alors il me dit les riches musulmans devraient s'installer en France et tenir les ficelles de la finance. Et oui, si les musulmans avaient, comment dire, je vais le dire en espagnol parce que c'est moins vulgaire, avaient des cojones. J'imagine, enfin j'espère que vous avez compris. Malheureusement, les musulmans, surtout riches, ou les riches comme les autres, ils ont ce sentiment qu'ils doivent se soumettre, sinon le fric qu'ils ont, ils le leur prendraient. Quel est le moyen de pression qu'ont les Américains ou l'Occident sur les musulmans riches? Quand je dis riches, ça veut dire ceux qui ont des milliards, des dizaines de milliards. Quel est le moyen de pression? Pourquoi ils tiennent les régimes arabes à la gorge? Pourquoi? Parce que tous ces riches, où est-ce qu'ils planquent leur fric? Où? Dans les banques suisses, dans les banques américaines. Et ils achètent des immeubles en France, etc. C'est très facile pour l'Occident, pour l'Amérique par exemple, de dire ce sont des biens qui proviennent de la corruption. Et puis ils les saisissent, ou ils les bloquent. L'Iran par exemple, parce que ça ne plaisait pas à l'Amérique, l'Amérique a bloqué pendant des années et des années, je crois que c'est 15 ans, une centaine de milliards de dollars. Voilà. Donc, si un riche musulman, bon, on lui permet d'aller acheter des valises Vuitton à la douzaine, on lui permet d'acheter un appartement de 500 mètres carrés avec des robinets en or avenue Foch, on lui permet d'avoir un yacht, etc., etc. Bon, on lui permet, ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, c'est de l'argent qu'il gagne en vendant du pétrole et qu'il rend aux Occidentaux. Mais si jamais ce musulman, par exemple, s'ingéniait, s'il se disait, tiens, je vais acheter un journal, je vais acheter Libération. Pourquoi un Israélien peut acheter Libération
comme un Israélien, et il met qui il veut à sa tête pour mener une politique pro-sioniste. Pourquoi cet Israélien achète BFM pour mener une politique pro-sioniste? Pourquoi cet Israélien peut acheter l'Express et mener une politique sioniste? Je mets au défi n'importe quel richissime musulman de le faire, d'acheter un journal. Mais il se fait massacrer. Et il le sait, le musulman. Il le sait. Il peut acheter des choses juste pour la galerie, pour la gloire. Mais le jour où il aura la mauvaise idée, la lubie, la folie d'acheter quelque chose où il pourrait peser sur la politique de la France ou de l'Amérique, je lui donne pas cher de sa fortune. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils sont soumis, les musulmans riches. C'est pour ça qu'ils acceptent la règle du jeu. Ils savent ils ont affaire à plus fort qu'eux. Beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, ils le savent, ils admettent, ils acceptent. Et c'est pour ça que je dis le jour où ces milliardaires musulmans arabes auront des coronesses, à ce moment-là, on pourra parler. Voilà, voilà. Bien. Abdelwahid Muslim. Ah oui, Bernard Lugan. Un jour, il y a quelqu'un, je crois que c'était Ezra Pound, je crois, qui m'avait demandé mon avis sur Bernard Lugan. Bernard Lugan est un spécialiste de l'Afrique, certes, voilà. Mais vous savez, on peut être spécialiste, par exemple, du monde arabe ou de l'islam, et avoir des positions pro-américaines et pro-sionistes. Donc, on peut être historien, par exemple, comme Georges Bensoussan, dont j'ai parlé il y a 2 jours. C'est un juif d'origine marocaine. Il est historien, mais il défend une position sioniste, c'est-à-dire, il refait l'histoire des juifs du Maroc de manière à en faire des victimes des pays arabes pour extorquer des indemnités, etc. Donc, le titre d'historien, pour moi, enfin, je veux dire, n'est pas une garantie. Voilà. Bernard Lugan est un historien. C'est-à-dire, il connaît les tribus africaines, tout ce que vous voulez. Mais c'est un colonialiste. C'est-à-dire, il a gardé l'esprit colonialiste. Voilà. J'ai donné un exemple, je vous le redonne. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, le 17 octobre 1961, il ne s'est rien passé à Paris. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Il y a eu 2 morts. Puisque, de toute façon, ceux qui sont morts sont des bougnoules. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui attend toujours que je prononce le mot bougnoul pour me dire « Ah, bougnoul !» Mais j'espère que vous comprenez que je le dis d'une certaine façon. Évidemment, il y a eu 200-300 bougnouls, mais que ça peut lui foutre, lui, 200-300 bougnouls. C'est un colonialiste, c'est-à-dire il a l'esprit colonialiste. Voilà. C'est-à-dire la suprématie blanche, les Africains sont des tarés, etc. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas dit, parce que, comment il s'appelle, Wahid Muslim, il me dit, qu'est-ce que ça a à voir avec TV Liberté et le sionisme. Je ne sais pas si j'ai fait ce lien. Ce que je sais, c'est que, étant dans cette mouvance disons coloniale, voilà. Donc avec l'Occident, etc., il y a une proximité qui se fait avec les médias, disons, qu'on peut qualifier de nationalistes ou de droite nationale, voilà, comme TV Liberté par exemple, et d'ailleurs la plupart de ces médias de droite, disons prononcés, sont sionistes, enfin à bloc. Ça veut dire ils sont embarqués dans la défense d'Israël et du sionisme. Il suffit d'aller voir, Boulevard Voltaire, Riposte laïque, etc., etc. Enfin, ils défendent la Jérusalem juive, tout ce que vous voulez. Et donc, j'ai pu dire, je me souviens pas, parce que sa question était un peu, n'était pas très claire.
Bien, je n'ai jamais parlé, enfin ma connaissance, je n'ai jamais associé le nom de Bernard Lugan à Israël et au sionisme. Voilà, à ma connaissance, parce que je ne l'ai jamais entendu parler de cette question. Lui, quand il intervient, c'est en général sur l'Afrique. Voilà. Et donc, voilà. Mais pour moi, je considère que comment dire, des organes médiatiques comme TV Liberté, enfin tous ceux qui se déclarent de droite, etc., depuis 2-3 ans, sont devenus des alliés indéfectibles d'Israël et du grand Israël et anti-arabe, etc. Sitting Bull, c'est pas mal. Ah oui, ça c'est Sitting Bull, c'est quelqu'un qui m'a écrit sur YouTube. Il m'a dit pourquoi n'y a-t-il pas de soldats de maintien de la paix en Israël? Alors, je ne sais pas s'il est sérieux ou naïf. Enfin, la question mérite d'être posée. Voilà. Après tout, pourquoi pas? Il y a un peuple. On peut imaginer qu'il y ait des soldats de l'ONU pour voir ce qui se passe en Cisjordanie, etc. Oui, mais Israël ne le fait pas. Parce que pour envoyer des soldats, en général, où est-ce qu'on voit des soldats de la paix? Là où il y a des gouvernements, comment dire, qui ne sont pas en général en Afrique, là où il y a des gouvernements qui ne peuvent pas s'opposer. Et Israël, il peut faire un bras d'honneur à l'ONU. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imaginer l'ONU, même à la belle époque, par exemple, de la résolution 242 du Conseil de sécurité de 1968 ou 69, donc du Conseil de la première résolution demandant à Israël de rendre les territoires occupés, jamais on n'aurait osé. De toute façon, il y aurait eu le veto américain. Donc, ce qui me permet de terminer avec une petite actualité palestinienne. Vous savez, bon, vous savez de quelle manière je considère cette autorité palestinienne. Pour moi, c'est un ramassis de caniches et de lâches et de faibles. Alors, la semaine dernière, ils ont bombé le torse. Ils ont dit on va sortir des accords d'Oslo. Oh là là. Donc, je vous avais dit que les Israéliens n'ont pas dormi de la nuit parce qu'ils ont eu tellement peur. Ils ont eu des cauchemars. Donc, voilà, l'Amérique continue. Le vice-président américain était en Israël. Il aura annoncé que des bonnes nouvelles. Netanyahou était en Inde la semaine dernière. Ça a été un voyage fabuleux, c'est-à-dire fabuleux dans le sens israélien du terme. Ils ont vendu encore des milliards pour des milliards de dollars d'armement. Même le cinéma de Bollywood va se faire en Israël. Enfin, c'est un succès total. Et pendant ce temps, le caniche en chef des Palestiniens est venu à Bruxelles hier. Alors, il a quand même dit, enfin, il a dit, non, les accords qu'on a signés avec Israël, il faut les respecter. Donc déjà, voilà, première soumission, il a baissé son pantalon, etc. Et pour prix de sa lâcheté, de sa faiblesse, je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé, mais c'était pathétique. Vous savez, j'ai envie des fois de pleurer sur ce peuple et sur ses chefs qui sont des misérables, collabos. Mogherini, la ministre des Affaires étrangères européenne de l'Europe, a pris Mahmoud Abbas dans ses bras. On dirait un bébé qui pleure. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu un peu plus d'argent. Bon, ça fait toujours plaisir, ils peuvent toujours s'acheter des villas quelque part. Et oui, enfin un peu d'argent, mais évidemment pas la reconnaissance de l'État de Palestine. De toutes les façons, une reconnaissance de l'État de Palestine ne mène à rien. Donc, je vous le dis, enfin, ce serait symbolique, mais même ça, il n'a pas obtenu. Donc, il a dit qu'il va respecter les accords.
Et Mogherini lui a dit, il faut quand même négocier, il faut discuter, etc. Mais ça fait les pauvres. Ça fait 25 ans qu'ils discutent. Enfin, j'ai l'air de rire ou de sourire, mais je ris jaune. Et je souris avec beaucoup de tristesse. Parce que quand je pense à ce peuple de Palestine qui est, vous savez, je vais vous donner juste un exemple de la répression qui s'abat sur ce peuple. Et il y a 2 jours, il y a un député du Parlement palestinien, un député quand même, qui a été arrêté. Et vous savez, les Israéliens ont cette loi extraordinaire, c'est fabuleux, qui est ce qu'on appelle la détention administrative. C'est-à-dire, on arrête quelqu'un et on le met en prison pendant 6 mois, sans procès, sans avocat, sans charge, comme ça, rien. Voilà, ce qu'elle s'appelle la détention administrative. Et donc, il va rester 6 mois. Et au bout de 6 mois, on va lui dire, on va voir un juge, on lui dit, on veut prolonger la détention administrative de ce député pour 6 mois encore pour des raisons de sécurité, et le juge, il n'a d'autre choix que de signer. Alors, je vous rassure, l'autorité palestinienne n'a pas protesté. Pourquoi? Parce que c'est un député du Hamas. Maintenant, il y a une autre députée, une femme, une mère de famille, qui est en prison depuis 1 an, détention administrative, mais qui est une députée du FPLP. Et donc l'autorité palestinienne n'ouvre pas sa gueule. Voilà. Les députés du Fatah, eux, ils peuvent, il n'y a pas de problème, personne ne les arrêtera, ils peuvent ramasser leur fric, des milliers, des dizaines de milliers de dollars par mois, et ils peuvent ouvrir leur grande gueule pour dire waouh, et voilà la situation de la Palestine. Voilà malheureusement, qu'est-ce que je peux dire? Vraiment, c'est attristant, mais malheureusement, le monde arabe et la Palestine traversent une période bien triste. Voilà. Sur ce, je vous promets pas le bonheur pour la prochaine fois, malheureusement, parce que nous vivons dans un monde difficile, mais quand même, voilà, on peut résister, on peut s'organiser ensemble. C'est pas le slogan de Macron, hein, attention. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre attention et vos messages.